L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui est fascinante à plus d'un titre. De nombreuses versions ou théories ont vu le jour pour expliquer ce qui s'est passé cette nuit fatidique du 24 février 1978. Simple disparition qui se transforme en fait divers, ou meurtre sordide qui se transforme en tragédie, quel que soit votre angle d'approche, il y a toujours un petit élément qui contredit la version que vous pensez la plus proche de la vérité. Laissez-moi vous parler de l'histoire des 5 de Yuba City. Le 24 février 1978, vers 22 h, une Mercury Montego roule sur les routes du nord de la Californie. À son bord, 5 hommes âgés de 24 à 32 ans. Ted Wyer, Gary Mathias, Jack Madruga, Jackie Hewitt et William Bill Sterling. Parmi ces 5 amis, 4 sont atteints de légers handicaps mentaux. Gary Mathias a lui toutes ses facultés mais est diagnostiqué comme schizophrène. Ce soir-là, les 5 boys, comme on les surnomme, décident d'aller encourager l'équipe de basketball de l'Université d'État de Californie à Chico, à 80 km au nord de Yuba City. Ils prennent la route vers 18 h à bord de la Mercury Montego 1969 de Madruga. Le match se termine vers 22 h par une victoire des joueurs de Chico. Peu après le match, la bande s'arrête dans une station de bord de route pour faire le plein de snacks. 70 km les séparent de la zone où ils résident chez leurs familles respectives, entre Marysville et Yuba City. Plus personne ne les verra vivants. Arrivés à l'embranchement de la route 99, plutôt que de virer au sud, la bande bifurque au nord-est. Les autorités retrouvent la Mercury le 28 février au milieu de nulle part, vide et verrouillée, dans une congère sur une piste de montagne de la forêt de Plumas, à près de 120 km de Yuba City. L'alerte a été donnée par les familles dès le 25 février. D'emblée, la disparition étonne. Les familles, d'abord, jurent que les 5 hommes ne connaissent personne dans ce coin perdu et ne sont pas du genre à organiser un road trip nocturne sans prévenir. Lorsque la police locale retrouve le véhicule bloqué, elle constate que les snacks ont été consommés et les clés emportées. D'autre part, expliquent les autorités, la congère en question n'est pas réellement un obstacle pour 5 hommes valides. Le réservoir d'essence est aux 3/4 vide, et le moteur fonctionne. Le véhicule a donc été abandonné. Les disparus étaient 5 amis inséparables, malgré des profils et des âges différents. Theodore Ted Wyer, 32 ans, était un homme jovial et amical. Toujours prompt à saluer les gens d'un grand sourire et d'un signe de la main. Lent d'esprit mais pas stupide, il vivait chez sa grand-mère et travaillait comme agent d'entretien et serveur dans un snack. Fan de sport, de danse et de roller, il passait son temps libre avec ses amis, en particulier, Jack Hewitt, qu'il considérait comme son petit frère et sur qui il veillait. Méticuleux, il demanda à sa mère de laver ses baskets blanches avant le match. La dernière chose que lui dit sa grand-mère fut « Prends un manteau ». Ce à quoi il répondit « Pas besoin mamie, pas ce soir ». Jackie Hewitt, 24 ans, était doux, mais limité intellectuellement. Incapable de lire, écrire ou téléphoner, il dépendait énormément de sa famille et de ses amis, surtout de Wyer, son indéfectible protecteur. Il le suivait comme son ombre, si bien que leurs proches les comparaient à des frères. Passionné de sport, il avait remporté plusieurs médailles aux Jeux olympiques spéciaux. William Bill Sterling, 29 ans, était un colosse gentil au grand cœur. Profondément croyant, il passait des heures à lire la Bible aux patients d'hôpitaux psychiatriques. Proche de Madruga, il travaillait comme plongeur dans le même restaurant que lui, avant d'être licencié pour lenteur. Sterling était le seul du groupe à ne pas vivre chez ses parents, mais seul en appartement. Jack Doc Madruga, 30 ans, était un ancien combattant du Vietnam, il travaillait comme manutentionnaire, malgré des problèmes de dos. Seul du groupe à posséder une voiture, une Mercury Montego 69 qu'il bichonnait, il servait de chauffeur attitré aux autres. Gentleman conducteur, il interdisait qu'on boive ou qu'on critique sa conduite à bord. Madruga était le cerveau de la bande, celui qui prenait les décisions. Gary Mathias, 25 ans, avait rejoint le groupe quelques mois avant le drame. Vétéran comme Madruga, il avait été réformé pour raisons psychiatriques, après être devenu schizophrène, suite à une addiction à la drogue contractée en Allemagne.
Depuis, sous traitement, il n'avait plus fait de crise depuis 2 ans, et travaillait comme jardinier avec son beau-père. Malgré son passé trouble, comportement violent et démêlé avec la justice notamment, il s'était parfaitement intégré à la bande. Les 5 hommes fréquentaient le centre d'aide par le travail, de Gateway, qui les employait à mi-temps pour des tâches de manutention et de recyclage. C'est là qu'ils étaient devenus amis, et qu'ils avaient formé une équipe de basket, les Gateway Gators, qui s'entraînaient plusieurs fois par semaine. Très soudés, ils passaient tout leur temps libre ensemble, que ce soit pour des activités sportives, bowling, mini-golf, roller, ou simplement traîner en ville. Malgré leur âge, on continuait à les appeler « les garçons », du fait de leur insouciance et de leur joie de vivre communicative. Leur vie était réglée comme du papier à musique, centrée sur leur foyer, leur travail et le sport. Le samedi 25 février 1978, les Gateway Gators devaient disputer un match capital. La finale des Jeux Olympiques spéciaux de basket. En jeu, une semaine à Los Angeles, tout frais payé pour les vainqueurs, de quoi motiver les troupes. Les garçons ne parlaient que de ça depuis des jours, au point de faire des pieds et des mains pour que tout soit parfait. Ainsi, Wire demanda à sa mère de laver ses baskets fétiches. Mathias répéta en boucle à son beau-père, « Surtout ne me laisse pas dormir, on a un gros match demain. » Et Sterling astiqua son maillot flambant neuf. Tous avaient préparé leurs affaires de sport la veille au soir, bien en évidence dans leur chambre. Rien ne devait entacher ce grand jour. Mais le destin en avait décidé autrement. Aucun d'eux ne se présenterait sur le parquet ce samedi matin. À la place, leur nom figurerait bientôt dans les journaux pour une toute autre raison, leur inquiétante disparition. Nous revoilà donc à cette fameuse soirée où nos garçons sont allés encourager leur équipe préférée à Chico. Nous savons maintenant que pour rien au monde, ils n'auraient manqué le match qui les attendait le lendemain. Bien au contraire, ils étaient pressés de rentrer afin d'être en forme pour gagner ce match crucial. Malheureusement, ils ne rentreront jamais dans leur foyer. Inquiètes de ne pas voir leur fils rentrer, les mères contactent la police le 25 février au matin. On leur conseille d'attendre le lendemain pour signaler officiellement leur disparition. Ce qu'elles font le soir même. Une vaste opération de recherche est lancée. La police diffuse leur signalement et la description de la Mercury Montego bleue et blanche de Madruga. De nombreux témoins affirment avoir croisé leur route ou aperçu leur véhicule. Cependant, ces pistes ne mènent à rien de concret. La Mercury Montego sera finalement retrouvée par un garde forestier, le 28 février. La voiture est garée le long d'un chemin forestier enneigé, à une centaine de kilomètres de Chico, et dans la direction opposée que le groupe était supposé prendre pour rentrer à Yuba City. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la découverte du véhicule apportera plus de questions que de réponses. En effet, les enquêteurs font plusieurs constatations troublantes. Tout d'abord, le lieu où a été retrouvée la Mercury. Un chemin forestier isolé et enneigé, à 1500 mètres d'altitude. 30 km de route sinueuse pour y parvenir. Un trajet périlleux, de nuit et par mauvais temps. Ce qui exclut une simple erreur de navigation. Malgré l'état de la route, aucun dégât n'est constaté sur la voiture. Le véhicule n'est pas vraiment embourbé, et 5 hommes auraient pu le dégager facilement. Les clés de contact ne sont pas présentes, mais les enquêteurs ont pu démarrer la voiture par câble. Il reste encore un quart d'essence dans le réservoir. Le véhicule était complètement fonctionnel. À l'arrière du véhicule, on retrouve les papiers d'emballage des barres chocolatées et autres snacks que les boys avaient achetés. Dans la boîte à gants se trouvent des cartes routières soigneusement pliées. Un détail n'a cependant pas échappé aux enquêteurs. En effet, la vitre côté chauffeur est ouverte. On le sait, Madruga considérait cette voiture comme son bébé. Jamais il n'aurait abandonné sa Mercury en laissant une fenêtre ouverte. Nous sommes en droit maintenant de nous poser plusieurs questions. Pourquoi les boys ont-ils pris cette route? Se sont-ils trompés? Dans l'affirmative, pourquoi ont-ils parcouru plus de 100 km, dont plus de 30 sur une route dangereuse et enneigée, sans faire demi-tour? Pourquoi n'ont-ils pas poussé le véhicule pour le dégager, alors qu'il n'était même pas vraiment bloqué?
Pourquoi Madruga a-t-il laissé la vitre conducteur ouverte? Pourquoi ont-ils quitté leur voiture pour s'engager dans la forêt, sans équipement, sans vêtements chauds, et sans chaussures adéquates? S'ils avaient vraiment un problème et devaient continuer à pied, il est de circonstance, en montagne, de redescendre plutôt que de continuer à monter. À cet instant, il est impossible de répondre à toutes ces questions. Les enquêteurs entreprennent immédiatement les recherches, en mobilisant plusieurs hommes sur le terrain. Des chiens, ainsi qu'un hélicoptère participent également aux recherches. Malheureusement, une violente tempête de neige oblige les forces de l'ordre à tout interrompre. Les journaux locaux parlent bien évidemment de cette disparition, cependant, les termes employés dans la presse attristent énormément les familles des disparus. On parle de retardés mentaux, en laissant sous-entendre que c'est pour cette raison qu'ils se sont mis dans cette situation. Certaines familles rétorqueront que si les personnes disparues étaient des sportifs célèbres, il y a longtemps qu'on les aurait retrouvés. Fin mars, les autorités suspendent les fouilles, dans l'attente de la fonte printanière. Entre-temps, les forces de l'ordre enregistrent un témoignage troublant. Un dénommé Joseph Shawn, depuis un lit d'hôpital, contacte alors la police. Il affirme avoir vécu une expérience troublante à proximité du lieu et de la date de la disparition du groupe. Le 24 février au soir, Shawn se rend dans la forêt de Plumas pour inspecter les conditions de neige, en prévision d'un séjour au ski. Mais sa Volkswagen coccinelle s'enlise non loin de l'endroit où sera découverte la mercurie. En s'efforçant de dégager son véhicule, l'homme de 55 ans est pris d'un malaise cardiaque. Incapable de repartir, il s'enferme dans sa voiture en attendant de l'aide. Au milieu de la nuit, Shawn aperçoit deux groupes de phares. D'abord ceux d'une voiture, garée 15 mètres derrière la sienne, puis ceux d'un pick-up, à une cinquantaine de mètres. Il distingue les silhouettes d'au moins 3 hommes, éclairés par les phares. Parmi eux, se tient peut-être une femme portant un bébé. L'homme klaxonne et appelle à l'aide à plusieurs reprises, en vain. À chacune de ces tentatives, les inconnus cessent leur discussion et éteignent leur lampe de poche. Shawn perçoit également de curieux sifflements. Il finit par s'endormir d'épuisement. Le témoignage de Shawn, bien que troublant, est accueilli avec scepticisme par les autorités. Certains détails, comme la mystérieuse femme et son bébé, peuvent s'expliquer par son état confusionnel. L'homme admet lui-même avoir été en proie à des hallucinations dues à sa crise cardiaque. Bien qu'il ne soit pas un témoin des plus fiables, son récit laisse néanmoins penser que le groupe a peut-être fait de mauvaises rencontres cette nuit-là. Shawn est bien connu des habitants locaux. Souvent ivre, sa voiture finit régulièrement dans le fossé. Il est également connu pour simuler des crises cardiaques pour attirer la compassion. De même, il prétend être venu en repérage pour préparer un week-end de ski en famille, alors que sa principale préoccupation est de se saouler afin de rester le plus loin possible de sa femme. Il prétend également avoir une cabane dans la région, ce qui, après vérification, est faux. Un témoignage vraiment bizarre. Les mois passent, et toujours aucune piste, aucune nouvelle découverte. Tout va changer le 4 juin. Ce jour-là, des motards en promenade se rendent dans un camp entretenu par les services forestiers. Arrivés sur place, ils remarquent qu'une caravane a une vitre brisée. Ils décident donc d'y jeter un œil. Et là, en s'approchant, ils sentent une odeur pestilentielle. Une odeur de mort. Ils ouvrent la porte et découvrent le corps décomposé de Ted Wyer. L'état du cadavre est tel qu'il est formellement identifié grâce à ses vêtements et à ses effets personnels. Ils avertissent les forces de l'ordre, qui se rendent immédiatement sur place. Les policiers effectuent les premières constatations, et, encore une fois, plusieurs choses bizarres sont à relever. Ted Wyer est couché sur le dos. Son corps est emballé dans 8 couvertures, un détail troublant qui suggère la présence d'un tiers. Ses pieds sont gangrénés, et il a perdu 5 orteils. Il porte une longue barbe, ce qui permettra aux médecins légistes de déclarer que Wyer a survécu dans cette caravane, de 8 à 13 semaines. Il a perdu plus de 45 kilos. On retrouve, à ses côtés, de la nourriture en conserve, des rations de l'armée et de la boisson en boîte.
L'autopsie révélera qu'il est mort de faim et de froid. Pourtant, la caravane regorge de couvertures, de vêtements chauds, de bois de chauffage et d'allumettes. Un réchaud à gaz est également présent. Mais Wire n'y a jamais touché. Un autre hangar se trouvait à l'extérieur, il regorgeait de nourriture, la quantité d'ailleurs aurait pu nourrir 5 hommes pendant une année, personne n'y a touché. Plus terrible encore, il y a une citerne à gaz, qui, simplement en ouvrant la vanne, était capable de réchauffer et de fournir de l'électricité à la caravane. Sur une table, les enquêteurs découvrent également divers bijoux appartenant à Ted. Une bague en or, avec l'inscription Ted, gravée à l'intérieur, et également un collier en or. Plus étrange, ils trouvent également une montre, mais selon les familles des disparus, elle n'appartient à aucun membre du groupe. On retrouve aussi les souliers de Gary Mathias, une paire d'espadrilles en toile, dans la caravane. Mais on ne retrouve pas les souliers de Ted. Ce détail confirme peut-être la présence de Gary Mathias dans la caravane. Les enquêteurs remarquent également que les conserves ont été ouvertes avec un ouvre-boîte P38. Ce détail a son importance. Cet ouvre-boîte est spécifique à l'armée, et seul un militaire est capable de l'utiliser. Des 5 membres du groupe, seuls Madruga et Mathias étaient des vétérans de l'armée. Encore une fois, de nombreuses questions nous viennent à l'esprit. Mathias était-il présent dans la caravane? Les pieds de Ted Wire étant gonflés, il ne pouvait certainement plus enfiler ses bottes. Mathias a-t-il pris les chaussures en cuir de Ted et laissé les siennes dans la caravane? Ted ne pouvait certainement plus se lever. Il aurait donc été dans l'incapacité de se nourrir et d'avoir accès à la citerne à gaz, mais Mathias, si c'est bien lui qui était présent, n'aurait eu aucun problème pour ouvrir la vanne de la citerne à gaz. Détail troublant également, on n'a jamais cherché à refermer ou à isoler le trou laissé par la vitre qui avait été cassée afin de pénétrer dans la caravane. Les parents de Ted ont déclaré que leur fils pensait peut-être que prendre cette nourriture était du vol, et qu'il avait peur d'être arrêté. Ce n'est pas la première fois qu'il avait un tel comportement qui pouvait s'expliquer par sa légère déficience mentale. Il est presque certain cependant, qu'une autre personne était bien présente dans la caravane. Le plus terrible pourtant, reste la mort atroce de Ted, avec des souffrances épouvantables. Un autre détail va également étonner les enquêteurs. La caravane où le corps de Wire a été retrouvé, se trouve à plus de 20 km de la Mercury abandonnée. Rappelez-vous, les Boys ont disparu dans la nuit du 24 au 25 février par une nuit glaciale. Aucun n'avait de vêtements chauds et d'équipement adapté. Ted Wire, qui était le plus lourd du groupe et pesait plus de 100 kg, aurait donc parcouru plus de 20 km, perdu dans la nuit, dans la neige, et des congères de plus de 3 mètres. Un nouvel élément fourni par les services forestiers permet cependant d'échafauder une hypothèse. En effet, le soir précédant la disparition des 5 hommes, une chaignette des neiges a tracé un chemin près du lieu où se trouvaient les Boys. La chaignette a tracé ce chemin jusqu'au camp des services forestiers où le corps de Wire a été retrouvé. Si nos 5 hommes ont trouvé ce chemin, il paraît logique qu'ils l'aient suivi. Ils ne savaient malheureusement pas qu'en empruntant cette route, ils feraient un détour de 10 km. Les recherches continuent, et le lendemain, les restes de Madruga et Sterling sont retrouvés de part et d'autre d'un chemin forestier, à 13 km au sud de la caravane. Le squelette de Sterling gît à flanc de colline sur une 50aine de mètres carrés, sans doute dispersé par des animaux. Son portefeuille contenant ses papiers et des photos de famille, permet de l'identifier formellement. De Madruga, il ne reste que quelques os, déplacés sur plusieurs mètres par des charognards. Sa montre, son alliance et les clés de sa Mercury, retrouvées à proximité, attestent de son identité. Enfin, pour ajouter à l'horreur de cette affaire, le propre père de Jackie Hewitt découvre, le 7 juin, sa colonne vertébrale et un morceau de son blouson, à moins de 4 km de la caravane. Son crâne sera localisé le lendemain par un chien des brigades cynophiles. Si l'on en croit la disposition des restes, Sterling et Madruga seraient morts en cherchant à atteindre la caravane, à mi-chemin entre cette dernière et leur véhicule. Incapables de progresser dans l'épaisse couche de neige, ils se seraient effondrés d'épuisement et de froid. Les blessures constatées sur leurs os évoquent des chutes répétées.
l'hypothermie et le froid intense ont eu raison d'eux. Le cas de Youet est plus nébuleux. Vu la localisation de ses restes, il a soit accompagné Wire et Mathias jusqu'au refuge, soit péri non loin de là, avant d'être en partie dévoré par des prédateurs. Quoi qu'il en soit, les analyses médico-légales sont formelles, aucun des 4 hommes n'a été victime de violence avant sa mort. Ils ont succombé aux conditions impitoyables des montagnes enneigées, et non à une agression physique. Le père de Jacques Youet, lui, était familier de ce genre d'environnement. C'était un chasseur et un pêcheur. Lorsqu'il partait chasser, il était capable de reconnaître les diverses traces laissées par un animal. Il a toujours affirmé qu'il n'y avait que 4 empreintes de pas, lorsque le groupe a quitté la Mercury. 4, et non pas 5. Cet élément ne fait que renforcer le mystère de cette affaire, et aura son importance dans les différentes théories qui tenteront d'expliquer cette disparition. Les familles auront beaucoup de mal à accepter la version officielle. Sans entrer dans les détails, cette version peut se résumer ainsi. Un tragique concours de circonstances ayant conduit à la mort accidentelle des 5 hommes. Égaré par erreur sur une route forestière, le groupe serait tombé en panne dans un lieu très reculé, sans possibilité de contacter les secours. Croyant trouver de l'aide à proximité, ils se seraient séparés et auraient poursuivi à pied dans le froid et la neige, avant de succomber un à un aux éléments. Cette hypothèse fourre-tout permet d'expliquer l'essentiel des éléments matériels du dossier, des corps dispersés, aux étranges circonstances entourant la mort de Wire. Pour les familles, c'était un choc. Leurs enfants étaient morts, et, finalement, tout était de leur faute. Ils n'avaient pris aucune bonne décision et la nature les avait tués. Selon moi, cette version permet d'expliquer de nombreux éléments, mais, et ça n'engage que moi, je la trouve trop simple, voire simpliste. Il suffit de se poser les bonnes questions pour mettre en doute cette version. Pourquoi Jacques Madruga, le chauffeur de la Mercury, ancien combattant au Vietnam, n'a-t-il pas fait demi-tour sur plus de 100 km, alors qu'il aurait eu l'occasion de le faire des dizaines de fois? Pourquoi la Mercury, après avoir roulé plus de 30 km sur une route caillouteuse et enneigée, n'avait aucune éraflure, aucune bosse, même le pot d'échappement, qui est très bas sur ce véhicule, d'autant plus qu'il y avait 5 hommes à bord, n'avait aucune marque. La version officielle parle de véhicule en panne, c'est faux. Le véhicule était fonctionnel. Pourquoi Madruga a verrouillé son véhicule en laissant la vitre côté chauffeur ouverte? Pourquoi n'y avait-il que 4 empreintes de pas dans la neige quand le groupe a quitté la Mercury Montego? Une dernière question essentielle, pourquoi Gary Mathias, si c'est bien lui qui était présent dans la caravane, n'a-t-il pas ouvert la vanne de la citerne à gaz, servant à alimenter en chauffage la caravane? Il n'a même pas cherché à faire un feu. Autant de zones d'ombre qui laissent planer le doute. Si nous éliminons les théories farfelues, Bigfoot, OVNI, paranormal, les versions restantes ont tout un point commun. Gary Mathias. Gary Mathias, le grand absent. Celui dont le corps ou les effets personnels n'ont jamais été retrouvés. On a beaucoup spéculé sur ce qui aurait pu arriver à Gary Mathias. Il aurait succombé aux éléments, comme les autres. Il aurait été victime d'un prédateur, un ours par exemple, ce qui expliquerait qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Il aurait été assassiné. Son passé trouble, son addiction à la drogue et sa schizophrénie, font qu'il aurait pu s'attirer des ennemis. Suite à une crise psychotique, il aurait convaincu les autres membres du groupe de le suivre, se serait ensuite enfui en les laissant mourir. Il serait donc toujours vivant. Tom Youet, le frère de Jacques, est toujours vivant. Il a donné récemment sa propre version des faits. Selon lui, il existait à Marysville et à Yuba City, des familles qu'il ne fallait pas embêter. Toujours selon lui, un membre de cette famille, qu'il surnomme la Brute, il ne cite pas son nom par peur de représailles, en avait après Gary Mathias. Cet homme, accompagné d'autres membres de son gang, après avoir forcé la Mercury Montego à s'arrêter, s'en serait pris physiquement à Jacques Youet. Gary Mathias aurait alors défendu Jacques, mais la Brute et ses hommes auraient alors tabassé Gary Mathias avant de le tuer. Ils auraient ensuite jeté son corps par-dessus le pont d'Oroville, dans le lac du même nom.
Ils auraient ensuite obligé les 4 boys restants à les suivre sur cette route de montagne, les menaçant de les tuer s'ils ne quittaient pas la Mercury Montego. Cet homme, qu'on surnomme la Brute, savait pertinemment qu'en obligeant les garçons à partir dans la forêt, il les condamnait à une mort certaine. Mais ainsi, il camouflait le meurtre des 5 hommes en accident. Cette version est très plausible, mais il me vient une question. Si on s'est débarrassé du corps de Gary Mathias, pourquoi a-t-on retrouvé ses chaussures dans la caravane? A-t-on obligé Ted Wyer à enfiler les chaussures à Mathias dans le but de tromper les enquêteurs? Les chaussures de Ted n'ayant jamais été retrouvées, cela reste plausible. Troublant. George Madruga et Kathy Roberts, le neveu et la nièce de Jacques Madruga, ont également donné une interview récemment. Ils ne partagent pas du tout le même avis que les membres restants de la famille Hewitt. Pour eux, Gary Mathias a joué un rôle bien plus sombre que ce que l'on pense, et serait bien plus impliqué que ce que l'on croit. Ils n'ont cependant jamais accusé directement Gary Mathias d'être un assassin. Pour eux, il ne fait aucun doute que Gary Mathias est toujours vivant. Kathy Roberts affirme qu'en 1979, soit une année après la mort des Boys, alors qu'elle travaillait dans un bar tenu par sa mère, avoir reconnu Gary Mathias accoudé au comptoir. Elle a immédiatement prévenu sa mère qui a appelé la police. Malheureusement, Gary Mathias les a reconnus et s'est enfui. On ne l'a plus jamais revu. Encore une fois, tout cela est très troublant. Comme on le voit, chaque théorie a ses partisans et ses détracteurs. Je rajouterai également que toutes les théories, aussi différentes soient-elles, n'expliquent jamais la totalité des questions que nous sommes en droit de nous poser. D'un point de vue personnel, je pense que la solution du problème est à chercher dans les événements qui se sont produits avant l'arrivée de la Mercury Montego sur cette route de montagne. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'un événement non prévu s'est produit avant ce parcours de plus de 100 km qui les mènerait vers leur funeste destin. Une seule certitude demeure. Comme l'a déclaré le shérif adjoint de l'époque, cette affaire est bizarre en diable. Point final.